Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'un drôle de western en préparation à la MC2, du festival Transfo qui veut mettre le numérique au service de la transition écologique et de courses cyclistes motorisées. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Gilles Ricciero et Axel, son fils. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous faites partie du club de Saint-Martin-d'Air, le club de cyclisme de Saint-Martin-d'Air, et on parlera avec vous de Dernies. C'est pas la discipline la plus connue du vélo, mais vous essayez justement de la remettre un petit peu au goût du jour. En face de vous, Émilie Rondet, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si elle est venue en vélo, mais elle va nous parler du festival Transfo qui débute en fin de semaine sur Grenoble et la région. Et puis, dernier invité de cette émission, mais pas le moindre, Serge Papagali. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Acteur, comédien, humoriste, réalisateur, metteur en scène, chanteur, j'en oublie... Un peu de radio en dessous. Oui, aussi, j'en oublie sûrement d'autres. Vous allez fêter, Serge, dans quelques jours, Oui. vos 50 ans. J'espère mes 50 ans, point de suspension de théâtre. Oh, vous ne les faisiez pas, de toute Vous êtes façon. gentil, donc sur scène j'ai l'impression d'avoir 30 ans, c'est merveilleux. 50 ans de carrière, 50 ans de théâtre. Alors moi qui calcule très bien, j'ai fait 2020 moins 50, ça fait 1970 à peu près pour les débuts. Écoutez, vous avez votre bac philo. Oui, complètement. C'est J'ai bien, une pour un mention. bac philo, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Oui, c'est à peu près ça. On a démarré en 70, on a commencé à faire des conneries sur scène. Et donc, et puis 50 ans après, qu'est-ce qu'on fait? Des conneries sur scène, donc c'est très très bien. Et je remercie la vie qui m'a permis de continuer comme ça à dire des bêtises sur scène avec des gens qui les écoutent. Il y a 50 ans, ou même peut-être encore plus loin en arrière, vous hésitiez entre chanteur de rock et vétérinaire. J'ai vu ça dans des interviews. Ouais, ça paraît un peu bizarre, mais j'ai commencé à faire les études de médecine, mais je voulais être vétérinaire en fait. Mais heureusement pour les pauvres animaux que j'ai arrêté, parce que je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas été capable de faire. Après, si vous me demandez maintenant qu'est-ce que j'aurais aimé être tout de suite comme ça, j'aurais préféré effectivement être le chanteur de Led Zeppelin, par exemple. J'aurais bien aimé être Monsieur Plant, voilà, par exemple. Bon, C'est mais lui. bon. Mais C'est lui. Ouais, vous aviez physiquement, on se ressemble. même- C'est voilà, pour ça que physiquement, voilà. Ouais, quand on le voit, on voit, vous voyez moi, mais il y a quelques semaines. Genre, voilà, c'est ça. Donc, non, mais blague à part, j'adore le rock, j'adore cette musique-là. Mais le théâtre, j'adore ça aussi, bien sûr. Et puis, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez touché à tout hein, en 50 ans, des spectacles pour enfants au début, au théâtre, à la télévision, à la radio, vous le disiez, au cinéma également. Les grandes scènes, vous avez joué à l'Olympia et dans d'autres grands théâtres français, comme des toutes petites scènes dans des villages de quelques centaines d'habitants. C'est notre côté western. On part avec notre convoi tiré par des bœufs, vous savez. Je veux dire, mais c'est vrai que notre force, c'est ça, c'est de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir effectivement des grandes salles en tournée, mais également des lieux où personne ne va, où peu de gens vont en tout cas, et nous on continue d'y aller, effectivement à la mode western un peu, c'est-à-dire avec mes techniciens qui viennent installer tout avant, etc. On arrive, on joue dans des villages de 800 places où il y a 600 mecs dans la salle, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie d'aller au théâtre, ont envie de sortir de la télé. J'ai rien contre la télé, attention, hein, à part Télégrandable, je veux dire, bien sûr, hein, il faut qu'ils restent toute la journée devant Télégrandable, mais pour les autres, c'est bien qu'ils sortent de temps en temps, qu'ils aillent aussi, donc on a cette chance d'être éclectique et dans notre style de travail, ouais. Au cinéma, c'est pareil. Vous avez participé à des grosses productions comme Les Visiteurs 3, comme Astérix et Obélix pour les films d'animation. Et puis dans des films un peu plus modestes comme celui-ci. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous croyez que vous y arriverez? Je vous sens moins à l'aise que dans votre laboratoire avec vos expériences, vos ordinateurs. J'avais 12 ans, là, Ah, c'est un film d'époque. j'avais 12 ans, là, j'avais 13 ans, des moustaches noires comme ça. Ou non, j'avais un peu plus de 12 ans, en fait. J'avais déjà les cheveux blancs. Vous voyez que j'avais les cheveux blancs très jeunes. Les gens ne me croient pas quand je leur dis ça. La moustache noire, mais les cheveux blancs. Et j'avais la tête de western de Buffalo Bill déjà à l'époque. Vous voyez, comme ça, j'avais préparé mon western déjà à l'époque. Pas de là. bobo, monsieur Bernard? Oui, effectivement, ça c'est une petite production, mais je me souviens même plus du titre. C'est très vieux, ça. Eh ben, j'allais vous le demander parce que Ah non. je crois que c'était Ça s'appelait Deltaplane. Quand je Les- devenais Deltaplane, je sais pas, je me souviens plus. c'était les aventuriers de la Land Crawl. Ah oui, c'est vrai, ça y est, effectivement. Voilà. Bon, j'aurais pu choisir une apparition dans le film de Truffaut, hein, La femme de la côté, Absolument, qui a été tourné pas très loin aussi dans le Grésivaudan. Absolument, carrément, à Coran, tennis de Coran, pour pas le citer, oui, puis des tas de petites choses, et puis des choses plus grosses, puis des choses moyennes, c'est bien, c'est comme le corps, ça change au fil des ans, petit, moyen, large, vous voyez, voilà, bon, voilà.
On fait comme ça. Au début, je ressemblais à ce que vous avez vu, puis maintenant, je ressemble à ce que vous voyez. Bon, vous parliez de télévision. À bras en coursique, ça fait d'ailleurs dire des bras en coursique. Ouais. Vous parliez de télévision. Vous avez également participé dans votre carrière à des grandes émissions de télé. Michel Drucker, notamment. Oui, j'ai beaucoup bossé avec le Michel. Michel, si tu nous regardes, enfin, je sais pas, aujourd'hui, il paraît qu'il a été un peu soigné, mais bon, ça va aller mieux. Oui, c'est un gars très sympathique. Mais à l'époque, on jouait beaucoup à Paris. On a bossé avec tous ces gens-là. J'ai remplacé. Mais là, c'est des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les flagrants délires, l'émission de Villers, qui était une émission phare Radio. à l'époque. J'ai remplacé Pierre Desproges. Oui, on a fait beaucoup de choses. Des fois, les gens nous voient maintenant, les plus jeunes qui nous ont découvert grâce à Kaamelott. Pourquoi vous n'allez pas à Paris? Je dis, bon, t'étais pas né, j'y étais déjà. Le problème, c'est que voilà, maintenant, on est revenu un peu chez nous, dans notre région Rhône-Alpes, c'est très bien. Alors, j'ai retrouvé les images de votre vraie première télévision. C'est pas vrai. On parle pas des chaînes nationales, mais voilà, d'une grande télé locale. Sans moustache? C'était, voilà, sans moustache en plus. Ça, c'est une sorte de scoop. Alors oui, c'est un scoop, c'est la seule fois où vous me verrez comme ça. Vu la tronche que j'ai, c'est la dernière d'ailleurs. Non, je jouais dans le souper, la pièce de Briseville, où je jouais Talleyrand. Et c'est d'ailleurs, je tournais dans Kaamelott à l'époque, une scène, la fameuse scène du bain. C'est la seule fois dans ma vie dans le cinéma où j'ai eu une scène de baignoire. Et j'étais avec quelqu'un, c'était un autre mec, c'était pas de bol quand même, en fait, c'est comme ça. Donc, et il avait même changé en fonction de ça. Je lui avais dit, on avait tourné une première partie, j'avais la moustache. Les gens qui regardent Kaamelott reconnaîtront. Et la deuxième partie, plus tard, où on était dans la baignoire en intérieur. Et j'avais dit, entre-temps, je joue en souper de Briseville, donc j'aurais plus de moustache, fais gaffe. Il m'a dit non, il a rajouté une phrase où il disait il faudra le nettoyer, et puis ce truc là-dessus, vous me brûlez, vous l'enlevez, je peux le voir. Boum, cut. Et tous les gens croient qu'en fait, je me suis rasé exprès pour la scène de la baignoire, la grande scène. En fait, non, c'est pas le cas. Je jouais une pièce. Bon, et là, c'était une émission de Télé Grenoble, la première saison de Télé Grenoble, il y a 15 ans. C'est pas possible, 15 ans déjà. Eh oui, on avait le plaisir de vous accueillir. On fera un jour un collector de toutes les apparitions de Serge Papagali sur Télé Grenoble. Alors, ça me fait peur, c'est l'évolution de ma gueule qui va m'inquiéter, mais enfin, allez-y, ouais, faites-le. Bon, moi j'étais habile, j'ai coupé la partie où j'étais, comme ça on peut pas comparer. Oh, mais vous ne changez pas, vous prenez des produits, vous, ça c'est, oui. Ah oui, je peux pas le cacher, mais bon. Truc illicite à base de plantes, 100 ans de plantes, il y a d'ailleurs dedans, je crois. Vive la Chartreuse. Oui. Un métier où on ne prend pas sa retraite, le monde du spectacle, Serge. Attendez, je veux dire, à quoi ça sert? Là, je vois pas bien. Moi, officiellement, administrativement, je suis à la retraite, si vous voulez. Mais je veux dire que j'espère, je me l'ai dit, j'espère que ma retraite définitive, c'est-à-dire celle où je serai allongé sur les planches et plus debout, ça se passera sur scène. Ça va faire une pub, ça. Ah, bah, ça... Pour le prochain spectacle, si je meurs sur scène, ça va être nerveux. Les gens vont voir. Non, mais oui, je vois pas quel intérêt. Tant que la vie me donne la chance d'avoir ce physique d'athlète, si vous voulez, et cette capacité physique, ça, par contre, je suis plus sérieux, parce que c'est une forme de sport, ce qu'on fait là quand même. Surtout quand on met en scène, on joue et on écrit. Je fais quand même 3 métiers en même temps. C'est vrai que c'est mon sport à moi, quoi. Je veux dire, donc je vais le pratiquer le plus longtemps possible, effectivement. C'est votre 70e spectacle que vous êtes en train de préparer. Que j'ai écrit. Vous avez écrit, joué plus, mais que vous avez écrit. On vous voit là lors des répétitions avec la troupe d'acteurs qui vous accompagne. Ah bah oui. C'est vous là, il n'y a pas de doute. C'est fait de voir. Alors, ça me paraît, ouais, je suis si âgé que ça m'étonne. Non. On n'est pas des quand même. Ah, oui, c'est moi, il n'y a pas de problème. Je donne des notes, j'engueule les comédiens, en fait, je leur donne des notes. Ah, c'est vous le chef d'orchestre de ce. Ah, ben oui, forcément, je fais la mise en scène. Avec des comédiens que vous avez choisis. Alors, ça, c'est mon plaisir, c'est ma chance, c'est ma richesse. J'ai travaillé toute ma vie en faisant des choses que j'avais envie de faire avec des gens que j'aimais et qui m'aimaient si possible. Donc, j'ai jamais travaillé avec des cons ou des autres en disant il faut que je bosse là, mais tant pis, c'est un con, mais j'y vais. Jamais. Donc, je suis primaire, moi. Je bosse c'est comme la table. C'est comme un repas. Avant de savoir ce qu'on va manger, il faut savoir avec qui on va manger dans l'ordre chronologique. Donc, moi, avant de savoir comment je vais faire un spectacle, je veux savoir avec qui. Donc, ce sont des gens que j'aime tous, qui sont des gens de talent, mais évidemment, de tous les âges. Ça va de 40 ans à 100 ans. Mais je veux dire, avec un panel de gens, mais des gens que j'aime et qui me le rendent. C'est une espèce de groupe de copains qui font les cons ensemble, qui s'amusent professionnellement parlant, hein, sérieusement, habilement. C'est un gros spectacle. Il y a un gros travail de mettre ça en place. Mais on s'amuse à travailler ensemble et c'est primordial. Jamais je ne ferai une chose que je n'ai pas eu envie de faire avec des gens que j'aime pas. Non, ça non. Alors, la pièce s'appelle Western. Vous êtes point d'exclamation. Point d'exclamation. Il est important, le point d'exclamation. Oui. Vous êtes dans les derniers préparatifs. On a quelques images d'une répétition, d'un filage. On appelle ça en costume. On peut dévoiler un petit peu l'intrigue de cette pièce? Oh, l'intrigue, c'est très simple. L'intrigue, d'abord, c'est un passage de Cinecittà, un peu de films à Sergio Leone et à John Ford aussi. Il y a tous les clichés du cinéma italien et un petit peu aussi américain, hollywoodien, du western qui a bercé notre enfance, mais les clichés du duel, les clichés du mec qui picole, du toubib qui désinfecte sa gueule avant de désinfecter la plaie. Enfin, tous ces clichés qu'on a vus, etc. Bon, mais c'est aussi une métaphore du monde d'aujourd'hui. Donc, en fait, compte chaque personnage
peut passer pour quelqu'un qui existe aujourd'hui. Les intégristes religieux, la soif du pouvoir, le racisme, tout est là-dedans. Les femmes, la femme indépendante, la femme soumise, la fémène qui veut se mettre la peinture sur les nichons, etc. Mais elle ne sait pas écrire, donc elle ne peut pas le faire. Bon, il y a Calamity Jane, enfin, il y a tous les personnages qui peuvent effectivement être aujourd'hui. Donc, l'histoire, c'est un clin d'œil au cinéma, je vous dis, italien et américain des années 50, 60, 70. Mais c'est aussi, voilà, comme une espèce de réunion où les gens, parce que c'est la manie des réunions. Le monde fait beaucoup de bruit actuellement, je trouve, fait beaucoup de bruit. Western, De plus en plus. Western, ouais. Donc ça parle de ça. On se réunit tous pour essayer d'élire le prochain shérif, et parce qu'il y a le train du progrès qui va bientôt arriver. Mais en fin de compte, est-ce que dans cette réunion, on va sortir quelque chose de concret? J'en suis pas certain. Ça vous rappelle peut-être des événements d'il y a 1 ou 2 ans où ça gueule beaucoup. Ça, tais-toi, toi, oui, moi non, ta gueule, je veux parler, mais pourquoi? Laissez-nous parler. Ça. Puis à la fin, il n'y a rien du tout. Le monde continue lentement. Et puis Trump est toujours au pouvoir. Vous voyez, ouais, c'est ça en gros. Ouais, ouais. Je suis arrivé à caser Trump. C'est bien. C'est vrai, Ouais. c'est bien. Trump, Peut-être, si tu nous écoutes. peut-être Ouais. plus pour longtemps. Oui. Alors, J'espère aussi, oui. c'est à la MC2 du 13 au 22 octobre. Émilie, ça vous tente d'aller voir Serge sur les planches? Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai pris ma place. Je ne savais pas que j'allais voir aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous serez là. C'est bien, il y aura moins un payant. Pardon? Je ne sais pas si vous serez là. Ah ben je vais essayer d'être là, j'y tiens absolument. Non. Vous avez coché, Maintenant que je sais que vous allez venir, je veux être là absolument. du 13 au 22 octobre, et puis c'est un spectacle qui va tourner également. Oui, un grâce petit au peu sur département. le C'est un territoire. spectacle qu'on a pu le créer très rapidement grâce à la MC2, parce que c'est quand même une grosse production. Quand même. On est 18 avec les techniciens, donc je veux dire, voilà. Et on a pu le tourner un peu dans le département, grâce au département, qu'on remercie d'ailleurs. Sinon, il ne nous a pas filé un petit coup de main, on n'aurait pas pu. Et d'ailleurs, je le dis parce que les gens de nos spectacles, on les joue plus de 100 fois. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont me dire encore l'année prochaine en mars, ah, vous l'avez déjà arrêté, je ne l'ai pas vu. Donc je répète, ça s'arrête le 18 décembre au Grand Temple de Voiron et ça n'ira pas plus loin. Après, je rechante avec mes musiciens tout le mois de janvier, un peu du rock'n'roll. Je vais faire mon plainte à moi, là. Et puis après, on repart en tournée avec la buvette, le tracteur et le curé jusqu'à mi-juin. Ouais, ça, c'est la 71e pièce. Ah ben non, c'était la 69e. Non, c'était la 69e. Vous la La reprenez. 71e, elle arrivera fin 2001, elle va s'intituler Le Vieux qui gueule. Comme ça, j'ai plus rien à jouer. Bon, il y a une autre actualité importante qui suivra Western à la MC2, c'est la sortie de Kaamelott. Alors, Oui, ça va sortir, vous savez, ça va sortir. bah, il paraît, ça fait 10 ans qu'on en parle. À chaque fois que je vous invite, je vous dis c'est pour quand le film. Là, on voit les images de la série qui était dans les années 2000, qui était un carton, et vous incarnez un paysan breton. Là, vous faites une petite infidélité aux paysans de film. Tiens, la baignoire. Eh ben voilà, sans la moustache. Tiens, j'ai pas de et l'autre, c'est un mec. Ah putain, c'est pas de bol. Enfin, ça fait rien. Bon. C'est pas de On a chance, passé hein. 4 heures pour tourner ça. Bon, d'accord, oui, c'est bon. Oui, ça sort le 25 novembre. Kaamelott sort le 25 novembre. On croise nos doigts parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, mais je pense que là, ça va pas changer. Bon, vous jouez toujours Get Knock dans le film. Bah, attendez, il n'y a qu'un seul Get Knock en France. L'autre, il y en a 2 qui ont essayé, ils sont morts. On est pas tombés en train de flotter dans l'Isère. Donc, non, c'est moi qui fais Get Knock, oui. Bon, eh ben, on attend aussi avec impatience. Ça fait une grosse fin d'année 2020. Écoutez, on va essayer, oui, après l'année 2020 un peu pesante, on espère que la fin d'année sera un peu plus légère. Bon, bah, en tout cas, vous avez amené de la légèreté sur ce J'espère. plateau. Est-ce que vous êtes un artiste numérique connecté, Serge? Alors, je suis assez connecté, contrairement à ce que ma gueule, Paul Léon, il croit que je passe mon temps à bord de la Chartreuse, c'est pas vrai. Je m'occupe aussi d'autres choses. Mais après, ça sera pas à un niveau, je suis pas un hacker, quoi, vous voyez, j'arrive pas non plus à... Voilà, mais oui, je suis connecté, je suis sur les réseaux sociaux, je vais sur Facebook, je vais tout ça, il n'y a pas de problème. On est tous obligés aujourd'hui, en 2020, Émilie, d'être un petit peu connectés, un peu plus ou un peu moins, suivant les personnes. À Grenoble, c'est une ville qui est en pointe dans le domaine du numérique, et c'est normal que ce soit Grenoble et qui soit le camp de base de ce festival Transfo que vous organisez du 8 au 15 octobre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus l'événement ? Oui, alors c'est un festival du numérique, ce sera la 3e édition cette année. Et cette année, alors on devait le faire en mars, il y a bien sûr eu le confinement et on a reporté l'édition du coup en octobre. Et là, donc, on s'est un petit peu transformé, c'est-à-dire qu'on propose 150 événements autour du numérique avec comme thème central « Quel numérique pour la planète ?» Parce que c'est un sujet aussi qui touche le numérique. Le numérique, c'est aussi et surtout du matériel, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Et donc, forcément, des incidences sur le sujet du numérique. Et donc, on propose 150 événements, que ce soit des ateliers, conférences, débats, en présentiel dans la mesure du possible et bien sûr avec des événements aussi en ligne.
Alors avec Et je vide ma boîte mail, moi, sans arrêt. C'est bien, il faut que je le fasse. Alors, Ouais. c'est bien, ben, je le fais. Il paraît que c'est écolo. Justement, le festival s'intéresse cette année à la question écologique. Hein. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à la planète? Alors, c'est évidemment un thème d'actualité. Les impacts sont plutôt positifs, j'imagine, pour l'avenir. C'est-à-dire que le numérique peut avoir des incidences positives sur en tout cas, le numérique, oui, peut participer au fait d'aider à la transformation écologique. Juste pour vous donner quand même quelques chiffres, le numérique aujourd'hui, ça représente quand même 4% de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça peut évoluer et ça va évoluer. Et il faut qu'on empêche que ça évolue et que ça prenne une part de plus en plus importante. Mais le numérique aussi peut nous aider aussi à nous aider dans la société, que ce soit sur l'empreinte environnementale, mais aussi en termes de santé. Par exemple, je cite une start-up grenobloise qui s'appelle Diabeloop et qui, grâce à de l'intelligence artificielle, permet à des diabétiques de type 1 de pouvoir mieux gérer leur vie, de pouvoir supprimer toute la charge mentale qu'on a dans les traitements qu'on peut avoir quand on est diabétique. Donc le numérique aussi peut nous aider et peut améliorer notre santé, peut améliorer notre vie. Pour nous alerter sur l'impact que peut avoir quand même le numérique, même si on dématérialise les choses. Vous avez fait une petite série de petits clips vidéo, on en voit quelques-uns, et notamment la consommation de vidéos en ligne, alors quelle qu'elle soit, comme ce jeune homme, porno ou pas, mais ça représente un impact non négligeable. Exactement, et d'ailleurs les vidéos pornographiques, c'est en termes de flux vidéo de bande passante, ce qui représente le plus en fait de consommation énergétique aujourd'hui dans le système mondial. Après, c'est les petites vidéos de chats, en tout cas les petites vidéos qu'on fait suivre sur les sites internet, sur YouTube et les autres plateformes. Et oui, en effet, c'est pas anodin, c'est pas juste un clic, c'est de l'information, du transport d'informations entre les serveurs, du stockage sur les serveurs. Et donc, on est tous aussi responsables, on peut chacun aussi avoir des éco-gestes aussi sur le numérique. J'ai vu que les émissions de gaz carbonique dues à Internet dépassent celles du trafic aérien. C'est surprenant, mais ça montre aussi l'évolution de notre société. Non, mais dis ça, parce que je suis carrément éco-responsable, moi, parce que je dois changer sa télé tous les 7 ans au lieu de tous les 5 ans. Voilà, la mienne, elle a plus de 7 ans, elle est nickel. Hein, donc, je veux dire, décidément, je vide ma boîte mail. Je change pas ma télé toutes les années. Bon, même le portable, je dois garder 3 temps. C'est incroyable. Et vous ne regardez pas de porno, donc vous êtes vraiment dans la bonne cible. Je ne regarde plus. Je ne peux pas dire qu'à une époque, je ne regardais pas un peu. Des fois, ça... On parle beaucoup de 5G en ce moment dans l'actualité, notamment à Grenoble. Est-ce que c'est un thème qui sera abordé pendant cette édition? Oui, ça va être un thème abordé sur 2 événements, notamment le MIAI Day, qui a organisé, en fait, c'est l'Institut d'intelligence artificielle qui est basé à Grenoble. Et notamment, il va y avoir plein de conférences au sujet de ces technologies et notamment de la 5G. Il y aura aussi un autre événement par Hewlett Packard Enterprise qui sera sur ces sujets-là. C'est des sujets qui sont traités parce que Grenoble est un lieu d'innovation sur lequel il y a des tests, il y a des acteurs qui travaillent dessus. Et en effet, c'est un thème qui fait débat. Et donc, ces événements sont aussi là pour débattre autour de ces sujets de haute technologie comme la 5G. Voilà, le maire de Grenoble a demandé un moratoire sur l'installation de la 5G en France. La 5G, c'est la 5e génération pour pouvoir capter notamment Internet avec des tuyaux beaucoup plus gros que ceux qui sont aujourd'hui utilisés par la 4G. Et ça peut inquiéter une partie de la population. L'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, Émilie, sera aussi au cœur de cette édition. Oui, en effet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver donc, sur le site du festival-transfo.fr, là où on peut s'inscrire pour participer au festival. Vous avez un parcours dédié sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, c'est aussi un moyen de comprendre ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle. Mais vous allez avoir, bien sûr, toute une série d'événements sur ces sujets-là, où, pour le coup, Grenoble est en pointe, pas seulement en France, mais aussi au niveau mondial. Voilà, il y a un temps fort, notamment ce vendredi, sur le campus, sur cette thématique. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment découvrir plus largement le festival, je vous renvoie à une émission spéciale qui aura lieu ce jeudi à 20h15 sur Télé Grenoble, puisque vous n'avez pas pu lancer le festival, on va dire, en présentiel. On s'est associé à vous pour donner la parole à différents acteurs de cet événement. Oui, exactement. Ça va être 45 minutes où on va aussi vous poser tous les enjeux qu'il y a aussi autour du numérique, de la transition écologique. Et puis, on vous donnera beaucoup plus de détails sur ce qu'il y a dans la programmation. Donc, en effet,
toutes les infos sur l'émission. Bon, on va pas rater ce jeudi à 20h15. D'habitude, c'est Si on parlait qui est à cette heure-là. Là, on fait la place à cette émission spéciale. De rien, c'était la moindre des choses. Moi, ça me fera des vacances pour aller goûter la chartreuse avec Serge. Dans ce western, chartreuse, je serais un peu... On a vu des bouteilles quand même. Ah d'accord. Non, je ne sais pas s'il y avait de la chartreuse dans les bouteilles que vous utilisez sur scène. Oh, pas vraiment, parce que western, chartreuse... Pardon, vous voyez, on me parle de chartreuse, déjà, ça m'en nerveux. Ça va pas trop ensemble. Non, ça va pas trop ensemble. On va finir avec du sport. Serge, je ne sais pas si ça va ensemble, mais on va parler... On va parler de cyclisme, mais version dernier. Alors, c'est une discipline assez insolite, en tout cas peu connu, Gilles Riquero, du grand public. Oui. Le dernier, c'est quoi? Alors, c'est un engin motorisé donc qui est assez ancien. Et donc, on essaye de relancer en fait cette compétition. Donc, on a quelques compétitions. Là, on voit effectivement Axel aussi qui participe de temps en temps à cette épreuve. Et donc, on est quelques passionnés encore, une dizaine à peu près en France, où on pilote un petit peu de partout. Et on aimerait relancer cette activité. Alors, c'est un Français, Roger Derny, c'est ça, qui a inventé cet outil. C'est un outil, on voit là, c'est des images qui sont assez anciennes, mais de 1930 à 1960, donc on a fabriqué ces derniers. Ensuite, donc ça a été repris par Harry Simon. Et ensuite, aujourd'hui, c'est parti en Belgique, la fabrication, et aujourd'hui en Hollande encore. Donc voilà, donc on a encore quelques engins. Et effectivement, il suffit de les entretenir. Et puis, effectivement, on participe à des courses sur route et sur piste. Alors ça, c'était des images de 1965, la course Bordeaux-Paris. C'est d'ailleurs Jacques Anquetil, qui était le grand champion de l'époque, qui remporte cette édition. C'est quoi l'intérêt d'être derrière un moteur ? Alors, derrière un moteur, ça permet d'être à l'abri, donc le coureur est à l'abri, et effectivement, comme le Bordeaux-Paris, de pouvoir faire des longues distances, en fait, donc de participer à des courses de longue distance. Donc, on est à l'abri, le coureur donc, roule beaucoup plus vite, et on arrive à des moyennes assez importantes, et on arrive à relayer donc, entre Bordeaux et Paris assez rapidement, à des moyennes des moyennes à 40-45 km/h. Ouais. Alors, quand vous parlez de l'abri, c'est l'abri du vent. C'est l'abri, en fait, voilà, c'est ça. Le pilote donc il a une position un peu particulière, donc on a les jambes un peu écartées, et puis effectivement, plus on est large, et mieux c'est, et effectivement, pour la partie mise à l'abri, en fait, pour le coureur qui est à l'arrière. Donc, effectivement, on le voit, c'est sur piste, c'était cet été en Italie, et donc on met à l'abri le coureur. Et ça le permet de rouler beaucoup plus vite. Alors, vous nous avez amené un dernier, c'est le vôtre, qu'on a sur le plateau. Donc, c'est un gros vélo avec un moteur, un pédalier énorme aussi. Oui, c'est ça. Donc, on a un pédalier qui est énorme. Donc, on est en permanence en train de tourner les jambes, nous aussi. Donc, on le voit sur les images. Et ensuite, on a donc une partie moteur qui va entraîner aussi la roue arrière. Donc, avec un embrayage. On a pas mal de commandes, on a plusieurs commandes sur le guidon. On a un embrayage, un accélérateur qui est pas peu commun, mais une espèce de petite manette. Et ensuite, on a les deux poignées de frein. Voilà. Et le bidon devant, c'est donc réserve d'essence. Donc la réserve d'essence, c'est ça, une réserve d'essence. Bon, Axel, vous n'êtes pas sur le dernier, vous êtes derrière le... Non, moi, je suis celui qui est en bas. Voilà, vous êtes celui qui pédale, parce que quand on est sur le dernier, on ne fait pas d'effort physique plus que ça, si, Gilles? On en fait un petit peu quand même, on en fait un peu, et puis c'est beaucoup plus technique, c'est plus la position, donc on arrive à se parler quand même pour dire à quel moment le coureur est bien, il se sent bien pour attaquer, et à ce moment-là, il y a quelques tactiques de course qui se mettent en place. Oui, parce que c'est un travail de coordination, j'imagine, Axel, entre vous qui êtes sur le vélo et puis votre papa, puisque c'est le cas quand vous êtes en course, qui est devant avec le dernier, et c'est lui qui doit régler la vitesse à laquelle vous êtes capable d'aller? Voilà, tout à fait. Après, on se connaît bien parce que du coup, moi, c'est mon papa, évidemment. Et après, on a quelques mots assez courts et simples dans l'effort. Donc, c'est aller si vraiment on veut accélérer. Bon, ça, on le dit pas forcément souvent. Mais on dit plus souvent hop vraiment pour ralentir, pour marquer le coup quand on est vraiment fatigué. Mais voilà, c'est les seuls mots qu'on utilise et c'est comme ça qu'on communique. On n'a pas les gaz d'échappement dans le nez Non, heureusement, parce que mais le pot est justement dévié pour éviter qu'on ait à trop respirer l'air. Et puis sinon, ça nous intoxique plus qu'autre chose. Donc ils sont prévus pour. Alors là, on a vu des images
de compétition sur route, ça se pratique aussi sur piste. Là, on a des images d'une compétition italienne assez récente. Je crois que d'ailleurs, Gilles, vous êtes sur le dernier là. Alors là, on est sur le dernier. En fait, il y avait 4 courses. C'est à Pordenone, c'est en dessus de Venise. Et on était sur un plateau international. Donc, sur 4 courses, donc, je remporte 2 avec 2 grands coureurs. Donc là, on voit, on est à l'attaque. Avec, vous êtes en noir, ils sont tous en noir. Mais on est à l'attaque, mais le coureur est en rouge. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, on avait une tactique de course qui m'a demandé d'attaquer au bon moment. Donc j'ai attaqué au bon moment. Là, on nous voit ici, on nous voit. Et puis, donc effectivement, c'est un Italien, un coureur international qui fait partie de la poursuite par équipe italienne. Donc un très fort coureur. Et on a fait la tactique de course juste un petit peu avant. Ça s'est vraiment fait naturellement. Et on s'est échangé quelques mots. Et puis donc voilà, on remporte sur la deuxième journée, on remporte cette victoire. Enfin, c'est surtout lui qui travaille énormément aussi derrière. Mais on fait, effectivement, il y a quand même un duo qui est en place et qui fonctionne. Quand ça fonctionne bien, en général, ça marche. Un travail d'équipe, vous allez à quelle vitesse là sur une course sur piste ? Sur des pistes comme là, on était à 65 de moyenne à peu près, donc avec des pointes qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Donc là, sur la grenobloise, sur le vélodrome de Grenoble, on a un vélodrome qui fait 250 mètres. Là, on avait 430 mètres, donc 440 mètres. Donc sur des vélodromes plus petits, on essaye de limiter parce que la vitesse, elle est trop importante et on peut risquer un peu, en fait, on met en risque un petit peu, on met en danger un peu le coureur. Sans le dernier, ça irait quoi, 5-10 km moins vite sans le dernier, non, vous allez, oui, bien 10 km/h moins vite, oui, sans problème, 10 km/h moins vite. En fait, on arrive à quand même avoir des moyennes de 65 parce que justement, ils sont dans l'aspiration. Oui. Alors, vous faites partie des passionnés en France, il n'y en a pas beaucoup. Vous essayez de relancer cette discipline. On essaie de relancer cette discipline. Donc là, ça va être la dernière Cup des Alpes. Officiellement, c'est une course donc, qui est FFC, donc, qui est organisée donc, ce samedi. Donc ce samedi, c'est sur piste. Voilà, c'est sur piste. Alors, la météo n'est pas forcément très favorable. Donc, on espère encore jusqu'au dernier moment pouvoir le faire. De toute façon, ça sera reporté. Quoi qu'il arrive, on veut maintenir cette course parce que c'est absolument dans la relance de ces événements, de cette discipline, en fait. Et pour objectif, éventuellement, un championnat de France et un championnat d'Europe, si c'est possible, du côté du Rhône-Alpes. Donc, on espère peut-être quelque chose aussi sur Lyon, en fait. On espère bien. Bon. Voilà. Axel sera évidemment sur piste ce samedi pour la course. Vous ferez équipe ensemble. Oui, voilà. Oui. On va remettre les images qu'on voyait sur route. Ça, c'était un critérium d'après Tour de France avec des champions du peloton traditionnel. Voilà, c'est ça. Donc cette année, l'organisateur a souhaité mettre en avant aussi la partie féminin. Donc on avait des filles l'après-midi. Donc je termine 3e avec Maëlle Grossetête de la FDJ qui est sur Grenoble aussi et qui me demande de temps en temps de participer à certains entraînements. Et donc on avait les coureurs de l'après-tour. Donc le lendemain, on avait 10 coureurs du Tour de France. Donc Geoffrey Soupe, Jérôme Cousin, Cosnefroy. Et là, à ce moment-là, donc, on a des séries et on roule. Donc, c'est en centre-ville, en fait. Donc, c'est un circuit en centre-ville. On voit le circuit en centre-ville. Et donc, là, on arrive aussi en centre-ville à avoir des bonnes moyennes, 60-65 km/h. On arrive à être sur des lignes droites à ces vitesses-là, avec des virages, avec des relances. Et donc, on a Sochaux-Valentinier et la Cryptostar donc, a choisi le roi sur route. Et on a des autres épreuves sur piste. Bon, et ça, c'est le trophée. Donc, oui, c'est ça. Ce week-end sur le Vélodrome, ce samedi sur le Vélodrome des Bains, si vous voulez découvrir cette discipline. Vous connaissiez, Serge, vous étiez habitué des 6 jours de Grenoble. J'avais une question, en fait, il a répondu avant que je la pose. Moi, j'avais vu ça aux 6 jours de Grenoble, quand encore il y a eu ça. Et la question que je me posais, effectivement, les gars avaient l'impression de rouler tous à la même vitesse. Je dis, mais bon sang, comment ils font ? En fait, il me dit qu'ils correspondent. Alors là, avec le boucan qu'il y a, comme ça me paraît vraiment très difficile, comment ils font pour savoir ? Les mecs, il a l'impression qu'ils roulaient tous à la même vitesse, donc ils voient bien qu'ils accélèrent. Si les mecs derrière vont accélérer, comment fait ils rentrent dans la roue. Donc c'est la question que je lui posais, mais il m'a répondu. En fait, il a répondu, quoi. Mais il y avait même des fois, j'ai vu, il n'y avait pas une barre, même à l'arrière. Alors, vous avez des rouleaux où, en fait, là, on ne le voit pas parce qu'il est noir, mais sinon, sur des engins avec blanc-rouge, vous voyez la trace du pneu, en fait. Donc, ils viennent jusqu'à dedans, en fait, et vous voyez la trace du pneu. Alors, et sinon, sur du demi-fond, c'est une compétition qu'on fait aussi ensemble avec Axel, avec des 650 cm3 sur piste. Et là, on roule à 70-80 km/h, voire en dessus, voire 90 km/h. Et à ce moment-là, il y a un rouleau, effectivement, ils viennent embuter pour éviter que ça vienne faire un choc. Voilà. D'accord. 90 km/h au vélo, je fais tous les jours, moi. Je m'en fous, mais bon. Allez, on finit avec un autre clin d'œil lié à Axel. 2 médailles d'argent au championnat de France. C'était ce week-end. Alors, pas en dernier, pour le coup, mais en tandem handisport. C'est ça. Avec, donc, du coup, Paul Lioveras, que je remercie encore. Et c'était vraiment une expérience
humaine très importante pour moi. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire c'était vraiment quelque chose à faire. Donc j'ai fait seulement mon premier test à l'entraînement le mardi et la course tout de suite le samedi. L'entraînement, je l'ai fait avec le frère de Paul, qui est champion de France. Et on n'a pas pu s'entraîner, on a fait la course tout de suite. Et finalement, notre binôme s'est bien entendu. On a fait une très belle course. Et on en est content, on a tout donné. On a dit qu'on calculerait plus tard. Et bon, sur le contre-la-montre, ça s'est joué à 9 secondes. Qu'après, c'est comme ça, mais on a passé un bon moment et c'était vraiment une belle expérience. Eh ben, bravo à tous les deux, puisque là, en tandem, en e-sport, c'est les deux pédales au même rythme. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à Bonne vous. continuation dans Merci. vos projets. Et puis, on se retrouve très vite et dès demain pour ce qui concerne cette émission. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.